On accueille sur ce plateau Olivier Garcia, écrivain et éditorialiste. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de cette rentrée d'Emmanuel Macron, agenda chargé cette semaine, le G7 ce week-end, premier conseil des ministres hier, et en échange avec la presse pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Vous y étiez, Marie-Ève Malouine, vous l'avez trouvé comment? Le président, vous l'avez trouvé confiant, c'est ça? Assez confiant, assez serein, assez déterminé dans ce qu'il voulait faire et dans ses convictions, et convaincu d'avoir la bonne vision par rapport à l'organisation du monde qu'il veut réorganiser, et puis aussi par rapport à la situation en France, en expliquant qu'il y a eu deux phases. Une première phase où on réformait pour les Français, et une deuxième phase où on réforme avec les Français. Sur la forme aussi, on a senti un président qui avait envie d'expliquer, de bien faire passer le message, de prendre le temps. Vous savez qu'il n'a pas eu toujours des rapports extrêmement simples avec la presse, qu'il accuse parfois de ne pas toujours chercher la vérité. Alors là, c'est grande réconciliation. Je prends le temps avec, à un moment, au bout d'une heure et demie, 2 heures, le président qui s'adresse, alors qu'il est au micro, aux gens de son staff pour leur dire écoutez, là, il va falloir voir, le temps presse et je veux répondre à toutes les questions. Donc, le rendez-vous de tout à l'heure, vous le reportez à demain matin parce que je veux faire les choses bien, que ce soit pour ce rendez-vous ou pour cette rencontre avec la presse. Donc vraiment, il a mis tous ses efforts pour que la presse ait toutes les informations nécessaires pour avoir l'explication et se pénétrer de la pensée présidentielle. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron change complètement de méthode. Avant, les 2 premières années, il fallait réformer très vite, c'était ça l'objectif. Là, on sent qu'il se dit, bon, il faut que je prenne des pincettes pour pas avoir affaire à un nouvel automne 2018 et il faut réformer lentement, c'est ce qu'il compte faire avec les retraites par exemple. Oui, mais ça révèle finalement sa volonté de ne pas changer le fond, de ne changer absolument que la forme. La preuve en est, c'est qu'après le grand débat national, il s'est senti le moment d'accélérer son quinquennat et de mener enfin les grandes réformes structurelles qu'il avait promis. Après, personne n'est dupe. On sait qu'Emmanuel Macron va avoir du mal de délaisser la politique intérieure parce qu'il laisse penser aux journalistes aussi qu'il va se désinvestir des sujets intérieurs, qu'il va vraiment animer le gouvernement et Édouard Philippe sur ces questions pour se concentrer sur l'international. Finalement, c'est ce que vraiment prévoit la Constitution de la Ve République et la séparation, tout ce que doit être un président et un Premier ministre. Après, on sait bien qu'Emmanuel Macron est très actif, qu'il ne va pas forcément tout déléguer à son gouvernement et qu'il sera très présent sur ces dossiers. Et surtout qu'il sait qu'il joue vraiment son quinquennat sur le temps 2, parce que la réforme des retraites, on va en parler, mais c'est peut-être la plus grande réforme d'Emmanuel Macron et aussi la plus explosive et la plus dangereuse. Vous parliez justement de ce tandem Emmanuel Macron-Édouard Philippe. Là aussi, alors vous n'y croyez pas trop visiblement, mais il veut essayer de remettre ça au goût du jour, c'est-à-dire lui un petit peu qui prend de la hauteur, qui reste sur les sujets internationaux, etc. Et Édouard Philippe qui met les mains dans le cambouis. C'est la reconstitution de ce binôme. Oui, ça rappelle presque la formule de Jacques Chirac sur Nicolas Sarkozy. Je décide, il exécute, et on est un petit peu là-dedans. Le président l'a dit hier, lui, il est là pour donner le sens des réformes, le sens de l'action. Et le gouvernement, la majorité, les partis de la majorité, ils sont là pour exprimer ce fameux gouverner avec, c'est-à-dire d'aller chercher les Français pour les impliquer dans ces réformes. Parce que comme ce sont, dans son esprit, des réformes de fond, vraiment des réformes structurelles, il veut que les Français s'impliquent dedans pour pouvoir, parce que le calendrier va être de plus en plus long et donc va se rapprocher de l'élection présidentielle avec les élections municipales au passage. Donc il est nécessaire d'avoir des relais dans tout le pays pour dire aux gens, venez, prenez votre part à la discussion et la réforme sera le fruit d'un vaste compromis que vous ne pourrez pas contester puisque vous y avez pris part. Ça veut dire quoi, Marie-Ève ou Olivier Gracia? Ça veut dire que le président de la République va moins s'exposer dans cette deuxième partie de quinquennat, qui fera moins le service après-vente, comme il l'a fait, par exemple, sur toute la crise des Gilets jaunes. On le verra moins, par exemple, défendre le dossier des retraites? Il va moins le défendre au jour le jour. Il va faire, par exemple, ce qu'il fait sur la police et les forces de l'ordre qui ont des difficultés, l'accroissement des suicides. Il ne s'était pas exprimé de tout l'été. Là, il l'a fait auprès des journalistes. Il n'y a pas d'image. C'est moins dramatisé, la prise de parole présidentielle, mais elle demeure. Sur les retraites, il va laisser le débat s'organiser et il arrivera à la fin pour arbitrer, ce qui est le rôle du président de la République. C'est intéressant parce que justement, il a vraiment envie, et on peut le comprendre, Nicolas Sarkozy, à son époque, avait envie de sortir de cette logique de chef de clan, de chef de majorité, pour devenir enfin le président de tous les Français. On l'a vu aussi lors des commémorations pour le débarquement de Provence. Il a tenu des discours où il parle, évidemment, c'était normal, c'est son rôle d'amour de la France, de la nation, de transcender les conflits qui ravagent le pays. Donc on voit aussi la volonté de rassembler. Il a conscience qu'il y a une élection, une échéance électorale qui est importante, qui est les municipales aussi.
aussi. Il y a évidemment l'élection présidentielle, et donc il se positionne vraiment comme un président. L'intérêt pour lui, c'est de montrer aux Français qu'il n'est pas clivant, et il le sait. Ces réformes, elles clivent la société, elles clivent les corps intermédiaires, et donc il a envie aussi que le gouvernement soit un fusible de cela. Parce que si jamais la réforme de retraite ne marche pas comme il l'espère, il aimerait, si vous voulez, davantage sacrifier son gouvernement que sacrifier son quinquennat. Donc il y a une logique de survie, d'existence politique aussi. C'est ce qu'il dit d'ailleurs hier devant la presse. J'attends que le gouvernement fasse pleinement exister ce nouvel acte du quinquennat. Il faut qu'il soit à la hauteur. Ce qui sous-entend jusque-là qu'ils ne l'ont pas été. Mais en plus, il met la pression sur ses ministres. Comme il leur a dit en vacances, partez avec la peur au ventre. Il leur met la pression sur les épaules. Il leur dit, maintenant c'est fini de jouer. Moi j'ai fait tout le travail, notamment que le grand débat national. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été sur tous les fronts. Ses ministres ont été excessivement timides pendant toute la crise des Gilets jaunes. Donc il a envie de leur dire aussi, accomplissez votre travail, pourquoi je vous ai nommé. C'est normal, c'est le rôle d'un leader et d'un chef aussi que de responsabiliser ses ministres sur les dossiers chauds de la rentrée. Les ministres, on peut le comprendre. Dialogue, de changer de méthode, mais pas de cap. Finalement, il réutilise ici tous les éléments de langage d'Emmanuel Macron. Évidemment, personne ne s'en démarque. Alors l'écoute, évidemment, c'est ce qui a manqué. Et c'est vrai, pendant la crise des Gilets jaunes, il y a eu un sentiment français assez naturel de ne pas être écouté sur la colère populaire et sur les grands dossiers qui fragilisent la France. Donc évidemment, il y a un besoin d'écoute. Et les ministres ont conscience aussi que leur rôle n'est pas qu'un rôle d'exécution administratif, c'est un rôle aussi politique. Alors là, on revient sur la politique. L'écoute, c'est quoi? L'écoute, c'est revenir finalement aux besoins des administrés, savoir et écouter aussi les corporations, les syndicats. Et sur la réforme des retraites, c'est ce qui a avancé. C'est que Emmanuel Macron dit clairement, on va faire cette réforme, mais on va la faire intelligemment. On va écouter les syndicats, on va écouter les représentants d'intérêt. Donc aujourd'hui, tous les ministres ont cette logique de construction parce qu'ils ne veulent plus cliver comme ils l'ont fait. On peut le comprendre, on sort d'une crise sociale sans précédent. Ils veulent que tout se passe pour le mieux. Fabrice. On a vu Sibeth Ndiaye, on avait Elisabeth Borne, Elisabeth Wargon. Vous avez reçu d'autres ministres à vos côtés pendant cet été. Il est où, Édouard Philippe? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'il va faire à la rentrée? Édouard Philippe, il a travaillé plus longtemps que le président de la République. C'est lui qui a reçu le ministre Castaner juste avant les vacances. Lui, il a pris de Nantes, 15 jours. C'est quand même lui qui a géré cette affaire de Steve à Nantes, dont le corps a été retrouvé à ce moment-là. Et puis, il est déjà revenu. Et lui, il coordonne les ministres. Et c'est lui qui va coordonner l'action des ministres dans le rôle d'un Premier ministre tout à fait classique. Mais j'en reviens dans l'esprit d'Emmanuel Macron, pour expliquer son argumentation, c'est que la première période du mandat, c'était des réformes qui allaient très vite, toutes les réformes de court terme, parce qu'il espère qu'elles produiront leurs résultats avant la présidentielle de 2022. Et donc, il n'y avait pas tellement de discussions possibles, il fallait que ça avance, il fallait que ça se fasse. Et on a vu des réformes qui sont passées, la SNCF, les gens n'ont pas eu le temps de dire ouf, elle était déjà passée. Maintenant, c'est des réformes qui vont prendre plus de temps parce que ce sont des réformes beaucoup plus profonde. Et là, il faut prendre le temps de discuter. C'est une façon de théoriser le quinquennat en faisant un petit peu l'impasse sur les gilets jaunes, puisqu'on a l'impression que tout ça était préparé à l'avance, les réformes de court terme, les réformes de long terme, on gouverne pour et puis maintenant on gouverne avec, comme si les gilets jaunes n'avaient pas déclenché quoi que ce soit dans la méthode gouvernementale, alors que elles ont quand même, cette crise a quand même amené le président à réfléchir sur sa façon de faire. Vous avez raison, ça a juste retardé un peu le calendrier quand même, ça l'a un peu retardé, c'est-à-dire que je pense que les retraites, il est peut-être imaginé un peu avant, ça l'a retardé, mais finalement la crise des jeunes n'a rien changé sur la politique d'Emmanuel Macron, parce que évidemment ce qui était demandé, c'était pas un changement de méthode, c'est un changement de cap. Le cap est le même. Aucune nouvelle vraie réforme structurelle n'a émané de la crise des Gilets jaunes. Après, il avait un programme, il a pris son programme, c'est peut-être normal aussi. Non, mais ce qui a changé quand même avec les Gilets jaunes, c'est quand même l'impact déjà de la crise sur l'activité économique. Et les mandats, c'est question de symbole aussi. On ne peut pas surinvestir le champ de l'action locale et de l'action gouvernementale quand on sait ce qu'est être ministre. Je doute que les ministres aient du temps à consacrer à leurs concitoyens. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'en effet, à ce moment-là, il y aura une vraie question qui se posera de transparence et d'équité et d'ordre républicain. Emmanuel Macron qui a donc donné sa feuille de route au ministre et qui va donc pouvoir poursuivre maintenant son marathon diplomatique avant le G7. Donc ce week-end, il reçoit notamment Boris Johnson ce midi. Il aime ça, Emmanuel Macron. Quel bilan vous tirez justement de ces 2 années sur la scène diplomatique? C'est là où il est le meilleur, Emmanuel Macron? Clairement, hier, il se profile comme un leader, comme un expert des relations internationales. En même temps, sur la scène européenne, il est tout seul maintenant, quelque part. Il est isolé. Seul grand leader. Angela Merkel, elle est engluée dans les problèmes de coalition. Elle a sa récession économique qui pointe. On a vu également, comme il a essayé peut-être de lui tordre le bras hier à Angela Merkel en disant ça serait bien qu'elle pense à la relance budgétaire.
Les conservateurs allemands, ils ne veulent jamais en entendre parler. On respecte l'équilibre, on ne va pas puiser au-delà. L'Italie, évidemment, crise gouvernementale, il n'y a plus de gouvernement, bien sûr. Boris Johnson vient d'arriver, il va mettre le feu à l'Europe avec le Brexit, on ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Et on voit un Macron qui s'empare de tous les dossiers. Hier, en effet, il dit, tiens, il va recevoir Boris Johnson à déjeuner. Oui. Demain, avant le G7, il va rencontrer le chef de la diplomatie iranienne. Parce qu'il a l'intention aussi d'être très actif sur le dossier pour retrouver les fondements de cet accord de Vienne d'il y a 5 ans. Débat sur la relance budgétaire. Les GAFA aussi. Alors, il a été très sévère aussi sur les GAFA. Il s'érige un peu comme porte-drapeau de la taxation des GAFA. Il dénonce un système fou qui laisse des acteurs mondiaux pour avoir un statut de paradis fiscal permanent. Ce qui laisse présager d'ailleurs des discussions un peu compliquées avec Donald Trump, bien sûr. Et puis, Emmanuel Macron, défenseur de l'Europe, du monde occidental, voilà, il veut tout réformer. Quelque part, bon, alors, non, pas d'accord ? Non, mais je comprends son ambition internationale qui est réelle. Il est leader, mais leader de quoi au juste ? Parce que quand on regarde notre environnement immédiat, Emmanuel Macron n'a pas œuvré. Évidemment, il a eu volonté de réincarner la France et de donner une vraie voie diplomatique à la France, mais quand on voit le résultat, vous aviez raison. L'Europe est fragilisée plus que jamais. L'Allemagne, évidemment, essuie des difficultés. La France, c'est quand même fâcheusement énervé contre l'Italie. Alors évidemment, Emmanuel Macron n'a pas été des plus fins non plus avec Salvini. Il l'avait quand même insulté copieusement. Il y a eu une mini-crise diplomatique avec l'Italie. La question du Brexit, Emmanuel Macron se pose comme le seul défenseur de l'Europe dans ce dossier, comme s'il allait lui-même, tout seul, négocier les accords du Brexit. La question américaine, il s'est aussi beaucoup disputé avec Donald Trump. On a connu un début d'idylle au début, mais par la suite, évidemment, il lui a fait l'affront de dire « Make Planet Great Again », de vouloir réintégrer les États-Unis dans les accords de Paris. Sur la question iranienne, il s'est immiscé là où personne ne l'attendait, surtout pas Trump, qui l'a remis gentiment à sa place. Sur la question russe, avec Poutine aussi. Il est normal aussi, comme la France était signataire de l'accord de Vienne, que le président de la France... C'est toute la question. C'est qu'Emmanuel Macron, on ne peut pas lui reprocher, en effet, vous avez raison, sa bonne volonté de redonner à la France une voie diplomatique, surtout aujourd'hui où l'Europe n'a pas de voie diplomatique commune. Et on voit aussi avec Emmanuel Macron les insuffisances de l'Europe. On voit en réalité qu'Emmanuel Macron est seul au front aujourd'hui et que ni les Allemands, ni les Italiens, ni même les Espagnols, qu'on entend très peu sur les champs internationaux, ne s'immiscent dans ces grands dossiers. Alors évidemment, la question, c'est pour quel résultat ? Vous savez comme moi qu'Emmanuel Macron seul ne peut pas atténuer la force de Donald Trump. Évidemment, il cherche des alliés, il a raison, mais le problème, c'est toujours le poids de la France par rapport à des enjeux qui nous dépassent, que ce soit la guerre commerciale avec la Chine, que ce soit les accords iraniens. Quelle voie reste-t-il à la France sans l'Europe mais ça voudrait dire retrouver une place de choix? On baisse les bras, Olivier. Vous parlez de l'Espagne. Alors, j'ai absolument rien contre l'Espagne. Justement, c'est une des grandes puissances économiques qui reste aussi sur la scène européenne. Mais la scène internationale, l'Espagne n'a jamais autant pesé que la France, par exemple. On baisse pas les bras, mais on a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron fait un peu cavalier seul aussi et qu'il n'a pas forcément envie d'inclure ses alliés européens dans son champ diplomatique. On a quand même l'impression qu'il fait un peu du Trump à sa manière. Il est surtout qu'il utilisait pour pouvoir faire passer facilement les retraites, alors que ce ne sera pas le cas. Évidemment, tout le monde a ce mot de consultation citoyenne depuis la crise des Gilets jaunes, parce qu'elle a révélé une chose, c'est que les Français avaient besoin de plus et davantage de démocratie directe. Les Français avaient besoin, évidemment, de s'investir sur les grands dossiers. Mais par voie référendaire, en choisissant, là c'est pas le cas, c'est une simple consultation citoyenne, comme Emmanuel Macron avait mené sa campagne en partant des doléances de ses militants. Finalement, il est conforme à l'ADN qu'il avait créé lors de sa campagne présidentielle. Mais ça reste évidemment à l'évidence de l'enfumage. C'est-à-dire que quel que soit le résultat de cette consultation, je ne pense pas qu'Édouard Philippe va modifier sa note. Alors évidemment, vous avez raison, il y a un problème de calendrier aussi. Bon, la crise des Gilets jaunes, évidemment, a retardé cette réforme. Emmanuel Macron veut la faire passer, mais sans difficulté, et il trouvera tous les bons ou mauvais moyens pour le faire, parce qu'il ne veut surtout pas se retrouver avec une crise sur les épaules. Et vous partagez visiblement l'avis de Yves Verrier, qui était sur notre plateau il y a une petite heure. Pareil, il dit, s'il fait ça, c'est pour noyer le poisson. On l'écoute. Oui. Nous sommes déterminés, très déterminés. J'ai l'impression qu'on essaye de remettre en place une forme de consultation large. On ne sait pas exactement qui, quand, comment, pourquoi. Si c'est pour noyer le poisson, ça ne marchera pas. Si le postulat de départ est le même, le résultat sera le même à l'arrivée. Marie-Ève, c'est que de la com ? C'est vrai qu'il y a un problème de calendrier du fait des Gilets jaunes qui ont un peu bloqué tout le déroulé des réformes l'hiver dernier. Donc ça a reporté. Donc c'est vrai que ça vient
buter sur les municipales. Mais il y a aussi un problème, c'est que la loi, on ne peut pas la faire passer tout de suite parce qu'il reste des points d'incertitude, notamment sur le calcul du point. Est-ce qu'il serait calculé par rapport au salaire, par rapport à la croissance ou d'autres références? Donc, il faut encore creuser ces pistes-là et dire que dans la méthode, c'est un acte 2 du quinquennat pour passer à une phase où on va être plus en consultation et à l'écoute de ce que disent les Français. Ça permet aussi de mieux expliquer tous les points particuliers qu'il y a dans la réforme, parce que dans les régimes spéciaux, il y a par exemple les policiers qui pourront toujours partir à la retraite assez tôt, et il y a le problème des professions telles que les avocats, qui eux, on ne comprend pas pourquoi ils ne seraient pas sur le même régime que les autres, sauf qu'ils ont leur propre système où ils ont constitué des réserves, et ils ne veulent pas du tout les réinjecter dans le système commun. Donc tout ça, ça doit, je parle sous le contrôle de Fabrice qui me corrigera, mais tout ça, ça doit, la concertation, la discussion permet de bien préciser tous les points précis et spécifiques. 42 régimes dont les métiers ne voudront absolument pas qu'on touche à leur régime. C'est toute la difficulté de mener ce type de réforme. Réforme essentielle malgré tout, parce que... Pour l'équilibre financier. Bien sûr, il n'y a plus d'argent. On va vivre de plus en plus tard. Donc, et c'est vrai que cette concertation qui est menée, sur quoi peut-elle déboucher? Si on demande aux Français, clairement, si on demande à tous les Français, oui, les Français, si on leur demande, ils veulent partir à 60 ans et avoir 5 000 euros de pension tous les mois, ce qui est absolument impossible. Donc, nécessairement, une réforme de cette ampleur, elle va faire des gagnants. Elle va faire des perdants, malheureusement. De quelle ampleur y aura-t-il plus de gagnants ou de perdants dans cette histoire? Jean-Paul Delevoye prétend que c'est une réforme juste, donc il y aura peut-être plus de gagnants que de perdants. Maintenant, sur quoi est-ce que ça va déboucher? Je ne sais pas. Plus juste, notamment parce que ça prendra plus en considération les carrières hachées, donc les congés maternité, le chômage, etc., généreront des points. Même Jean-Paul Delevoye dit un cueilleur de pommes, un étudiant qui aurait cueilli des pommes quand il était étudiant comme petit job, ça aussi, ça pourra donner lieu à des points. Et du côté des perdants, on retrouve qui? Alors les fonctionnaires et tous les employés des régimes spéciaux qui sont voués à disparaître, même si quand même, le gouvernement le précise, certaines spécificités seront maintenues. Oui, bien sûr, certaines spécificités, notamment dans les métiers dits régaliens, les policiers, les douaniers, les gardiens de prison, je crois, de mémoire, qui resteront autorisés à partir à 57 ans, voire 52 ans. Les aides-soignantes, qui pourraient également profiter du compte professionnel de prévention, c'est-à-dire une notion de pénibilité, quelque part, pour partir au mieux à 60 ans. Mais c'est vrai, les syndicats, en tout cas, on a entendu tout à l'heure Yves, d'autres également sur cette lignée, la CGT, nécessairement, comme on va prendre en compte les 25 meilleures années, donc on va plus prendre en compte, je veux dire, pour les fonctionnaires, les 6 derniers mois, mais l'ensemble d'une carrière, nécessairement, il va y avoir un petit peu d'écrémage, et également dans le privé, puisque avant on prenait les 25 dernières années, les 25 meilleures années, maintenant ça va être beaucoup plus lissé sur l'ensemble de la carrière. Comme vous l'avez très bien rappelé, le problème de cette réforme, c'est qu'elle concerne tous les Français, absolument tous les Français. Jusqu'à maintenant, on avait pu voir dans la réforme d'Emmanuel Macron des réformes peut-être catégorielles, etc. Mais là, on a vraiment l'impression d'une réforme qui va impacter tout le monde. Alors, quand on parle de convergence des luttes, évidemment, personne n'y croit, parce que c'est une théorie qu'on harangue depuis des années, qui n'a jamais vraiment eu lieu. Par contre, évidemment, ça peut donner lieu à la manifestation de foyers de colère qui sont individualisés, qui, en s'agrégeant, peuvent être excessivement dangereux pour le gouvernement, parce que, indépendamment de la question des retraites, toutes les professions que vous avez évoquées, que ce soit les aides-soignants, que ce soit les policiers, que ce soit les pompiers, c'est des personnes qui ont déjà de grandes difficultés financières, qui déjà, évidemment, sont en colère, qui déjà ont, pour la plupart aussi, prévu parfois de se mobiliser. Et donc, vous ajoutez à cela les retraites qui fédèrent tous ces intérêts qui sont lésés par le gouvernement, et vous avez une France qui est au bord, évidemment, de la crise et de la colère. Et en plus, adopter cette réforme après les Gilets jaunes, qui ont été une démonstration de force populaire, on peut comprendre la peur d'Emmanuel Macron, on peut comprendre son besoin de décaler cette réforme, parce que lui-même a conscience, il est quand même pris de lucidité aussi, il a conscience de cela, que c'est certainement la réforme la plus dangereuse de son quinquennat. Réforme dangereuse, mais convergence des luttes, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de conflits actuels. On parle beaucoup évidemment des urgences, la réforme du lycée également, bien sûr. Bien sûr, les policiers aussi qui s'inquiètent, la réforme des retraites, les fonctionnaires des impôts aussi, à qui on va retirer des trésoreries,